Bonsoir. Donc, nous allons débuter ce conseil municipal du 25 mars. Donc, je déclare ouverte cette séance. Je vais faire lecture des pouvoirs. Donc, nous avons un pouvoir de Monsieur Anido Henry pour Madame Isabelle Duverbier, un pouvoir d'Émilie Dutoya pour Monsieur Billot Antion et un pouvoir de Enav Gauthier pour Monsieur Dufaux Payot. Je désigne le secrétaire de séance, Antion Billot. Je rappelle que nous sommes soumis à un couvre-feu à 19h et que j'invite le public à respecter cette règle. Donc nous allons commencer au premier point des affaires générales. Donc l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 25 février 2021. Avez-vous des observations, des remarques ? S'il n'y en a pas, je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? C'est approuvé. Donc on continue. Point 2, le compte rendu de la délégation du conseil municipal au maire. Article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Cette délibération a permis de signer 2 modifications sur la durée d'implantation sur 2 emplacements sur le domaine public, en commençant au 1er avril au lieu du 1er juin, la mise en disposition d'une salle dans la maison des associations, la création d'une régie pour la gestion des animations culturelles. Y a-t-il des remarques ou des observations ? Il n'y en a pas. On continue au point 3. Le rapport annuel de la qualité des eaux de distribution. Il s'agit de prendre acte d'un rapport relatif à la qualité de l'eau distribuée en 2020. Y a-t-il des remarques ou des observations par rapport à ce rapport ? Il n'y en a pas. Donc on prend acte. Donc on part au point 4. Donc, syndicat intercommunal des écoles maternelles et primaires de Cibourg et d'Urugne, modification des statuts. Donc le rapporteur est Madame Larassa. Daron Denelli. Monsieur le maire indique aux membres du conseil municipal que le comité syndical du syndicat intercommunal des écoles maternelles et primaires de Cibourg et Urugne, dans sa séance du 12 février 2021, a approuvé la modification des statuts de l'établissement suite au changement de présidence et du changement d'adresse du siège du syndicat. Vu l'arrêté du 28 septembre 1992 portant sur la création du syndicat intercommunal des écoles maternelles et primaires de Cibourg, vu l'article L 5211-20 du Code général des collectivités territoriales qui traite des modifications de statut et autres que les transferts de compétences ou de modifications de périmètre, considérant que le conseil municipal dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date de notification de la délibération du comité syndical pour se prononcer sur les modifications à envisager, suite à cet exposé et après en avoir délibéré, il conviendrait que le conseil municipal prenne acte de la délibération du comité syndical du 12 février 2021, approuve la modification des statuts tels que présentés. La délibération du comité syndical du 12 février 2021 et les nouveaux statuts sont à la disposition des élus au service des affaires générales. Avez-vous des observations ou des demandes d'explication ? Madame Duverbier. Merci, monsieur le maire. Donc effectivement, c'est une réflexion que nous avions engagée depuis, je vais dire, quelques années, au vu surtout de la modification des accueils d'enfants. Pendant très longtemps, nous étions environ 50-50 sur l'école de Lounsin. Aujourd'hui, je crois que nous étions, quand j'étais encore en responsabilité, à 70-30. Donc évidemment, nous vous accompagnerons sur cette délibération. Simplement, je voudrais renouveler ma demande de vigilance que j'avais formulée lors de la commission enfance-jeunesse. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les écoles de Cibourg font bénéficier les parents de la gratuité totale des accueils périscolaires, ce qui n'est pas le cas à Urugne. Donc j'espère, Madame l'adjointe, que vous serez vigilante afin que les parents scolarisés à Lounsin continuent à bénéficier de cette gratuité. Je vous avoue être un petit peu inquiète puisque
lors de la commission enseignement, vous nous aviez dit que cette gratuité n'était pas inscrite dans le marbre. Pas en ces termes, mais ça voulait dire ça. Donc voilà, j'espère que les parents qui ont leurs enfants scolarisés à Urugne, à l'école intercommunale, pourront continuer à avoir cette gratuité des accueils périscolaires. Merci. Y a-t-il d'autres remarques? Oui, Monsieur Perry. Oui, après d'abord m'être étonné que ce syndicat ait fonctionné sans base statutaire pendant tant d'années. Un point m'interpelle. Je comprends que la présidence puisse changer à l'issue de certains mandats. Parfois oui, parfois non. Je ne vois aucune règle claire pour l'attribution de la présidence. Donc, Cibourg l'avait, la cède. Quand reviendra-t-elle? Quelle est notre maîtrise là-dessus? Donc ça, c'est un point qui, je pense, mérite d'être traité. J'ai bien vu que c'est déposé en préfecture, que c'est un peu tard. Un autre point, les services techniques interviennent de chaque ville. Je ne vois pas bien de proportion de qui fait quoi. Ça me paraît assez flou. Voilà. Et puis, ça, c'est un détail. Il y a certainement une coquille dans le 6.2, dans le 5e paragraphe, là. Je pense que la référence, ce n'est pas le 6.2, mais le 6.3. C'est un détail. Voilà. Très bien. Comme vous l'avez si bien dit, les présents statuts donc, ont été rédigés pour différentes raisons. Donc, comme vous l'avez souligné, absence de statut donc, depuis la création du syndicat, donc depuis 1992. Donc, il nous paraissait important de poser les choses et de définir un cadre de fonctionnement par écrit. Comme vous l'avez si bien dit, après vérification, donc, ils n'ont pas été retrouvés, ces statuts, ni dans les archives du syndicat, ni dans les archives de la commune de Cibourg, ni auprès des services de la préfecture. Madame Dubarbier l'a souligné, il est vrai qu'aujourd'hui, l'école de Lounchine, cette année, accueille 80% d'enfants urugnards et 20% d'enfants cibouriens. Donc après avoir échangé avec nos collègues d'Urugne, il nous paraissait naturel donc de changer de présidence et de siège social également. Aujourd'hui, rien n'est figé dans le marbre. Nous avons de bons rapports. Nous continuons à travailler sur ce cadre de fonctionnement concernant l'école de Lounchine. Donc dans les années à venir, si le nombre d'enfants cibouriens devient plus important à l'école de Lounchine, il sera toujours temps de réadopter une autre organisation. Par rapport aux effectifs, donc je vous disais que nous travaillons donc sur une redéfinition du cadre de fonctionnement. Et il faut savoir donc qu'à ce jour, 65% d'agents interviennent sur l'école, d'agents de Cibourg interviennent sur cette école, et 35% d'agents d'Urugne. Nous avons 79% d'agents qui interviennent sur les temps périscolaires et 100% d'agents cibouriens qui interviennent sur le temps de cantine, restauration scolaire. Pour ce qui est Urugne, au niveau des effectifs, donc pour la commune d'Urugne, elle est présente à hauteur de 66% pour ce qui concerne les ATSEM et l'entretien des locaux. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci pour votre réponse. Sur la présidence, c'est évidemment quand tout va bien entre les parties, donc à l'établissement des statuts, qu'il faut prévoir les règles pour les jours où ça n'irait pas bien. Donc je pense que la règle pour attribuer la présidence est incontournable dans de tels statuts. Merci. Mais après, je vais quand même relativiser l'importance de la présidence. Ce syndicat est composé de la commune de Cibourg et d'Urugne, et les décisions se prennent de manière concertée, et c'est pas parce qu'on laisse la présidence qu'on perd la main. C'est un système collégial dans lequel Urugne et Cibourg auront toujours le même poids, même si la présidence peut être sur Cibourg ou sur Urugne, cela ne changera rien, je dirais, sur le fond. Je me permets si la présidence a du poids, puisque, si j'ai bien lu, il y a 2 titulaires et 2 suppléants par ville. Donc la décision du président est évidemment très importante. Elle fait basculer le vote. Bien sûr. Mais le jour où les 2 communes s'affronteront sur ce syndicat ou dans d'autres syndicats, ça sera la mort du syndicat. C'est la réelle politique. Donc je pense que ce n'est pas la peine de spéculer un peu plus sur ce point-là. Donc, Monsieur le maire, s'il vous plaît, est-ce que je peux me permettre juste une petite précision qui rassurera peut-être Monsieur Perry?
c'est qu'en 3 mandatures, je n'ai jamais vu une délibération qui n'a pas été votée à l'unanimité sur le syndicat. Je pense qu'il n'y a aucune raison de penser qu'on arrivera à ça, parce que les deux communes, qui que ce soit dans les exécutifs de ces deux communes aujourd'hui ou demain, vont travailler dans le sens des enfants, de la qualité de l'enseignement. Donc je ne pense pas qu'il y aurait de conflit. Jusqu'à maintenant, il n'y en a pas eu, il n'y a pas de raison qu'il y en ait dans le futur. Mais c'est juste une question de simplifier et de cohérence par rapport au nombre d'effectifs dans cette école-là. Donc s'il n'y a pas d'autres remarques, je propose qu'on passe au vote. Donc qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté, merci. Donc on passe au point 5, l'approbation du principe de recours à la concession pour la mise en disposition, la pose, l'entretien, la maintenance et l'exploitation publicitaire de mobilier urbain sur le territoire de la commune de Cibourg. Le rapporteur est M. Dufault. Gabon Denelli, bonsoir à tous. Il s'agit d'arrêter la procédure retenue pour engager un contrat dit de mobilier urbain. Le principe est que l'entreprise qui sera retenue s'engage à installer gratuitement sur le domaine public contre mise à disposition de terrains communaux et à entretenir pendant une durée initialement définie différents types de mobilier urbain mis à disposition du public, abribus, panneaux d'information municipale et mobilier urbain. Ces équipements restent la propriété du titulaire du contrat qui en finance intégralement les prestations afférentes. En clair, le but est de déployer sur la ville ce qui avait été déjà travaillé par l'ancienne équipe du mobilier urbain. Nous avons décidé de réduire la voilure, le but de la ville n'étant pas de gagner de l'argent avec ce mobilier urbain, mais juste de ne pas avoir à en débourser pour les abribus et les panneaux d'entrée de ville. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Oui, Madame Duherbier. Merci, Monsieur Dufault. Effectivement, ça faisait quelques années et mon regret, justement, tout en disant qu'évidemment nous allons voter pour cette délibération, mais mon regret est que il y a une procédure qui avait été menée, qui était menée à son terme et qui a été proposée au conseil municipal en 2019. Cette délibération avait été contestée ou rejetée, je ne sais pas comment je peux dire, par un membre du conseil municipal pour un vice de procédure. Bon, alors on peut s'amuser, mais alors vous n'êtes pas du tout concerné. Hein, alors, voilà, parce qu'apparemment il n'y avait pas eu une convocation en règle lors de la première réunion, etc. Le regret que je peux avoir, c'est que nous nous sommes privés de redevances depuis donc début 2019, puisque cette procédure pouvait être aboutie à cette époque-là. Et deuxièmement, ce qui est peut-être plus grave, c'est que il faut savoir que cette société qui met en place ces panneaux prend aussi en charge tout ce qui est abribus, etc., qui permet aux élèves d'attendre leur moyen de transport dans des conditions satisfaisantes. Et pour cette petite, je dirais, chicaillerie, les enfants ont été privés pendant 2 ans et demi d'abribus. Voilà, c'est le regret que je peux avoir aujourd'hui. Juste une précision, aujourd'hui on ne touchera pas de redevance de la part de l'entreprise. Notre choix était de limiter la voilure et de limiter la publicité sur la ville au strict minimum qui nous permet de ne pas avoir à payer les abribus, mais en même temps, notre but n'est pas de se faire de l'argent sur la publicité. C'est le choix que nous avons fait. Donc nous avons un peu revu à la baisse le projet que vous aviez initié, mais voilà. C'est regrettable de demander à une société une redevance qui favorise et qui permet certaines actions pour la commune. Ouais. En tout cas, c'est un choix. C'est un choix, tout à fait. Donc, dans l'étude que vous aviez menée, on parlait, je pense, de 20 000 euros de redevance annuelle. On a fait le choix, comme l'a dit M. Dufault, de diminuer la voilure, de faire une opération blanche, c'est-à-dire que l'entreprise s'engage à payer les abribus, les panneaux d'information et publicitaires, parce qu'il faut savoir que cette redevance était liée aussi à un nombre de panneaux publicitaires sur la ville. Donc certes, la ville pouvait engranger 20 000 euros par an, mais ce n'était pas gratuit. C'était en contrepartie
peut-être une certaine pollution visuelle et de multiplication de panneaux d'affichage publicitaire sur la ville. Donc voilà, nous avons voulu, comme l'a dit M. Dufault, faire au minimum, faire une opération blanche. On ne paye pas l'investissement, on ne paye pas l'entretien, on n'a pas de redevance. Et voilà. Monsieur Perry. Oui, alors une question plutôt sur le fond. J'ai vu que vous aviez décidé en conseil communautaire d'adopter un règlement local des publicités intercommunales. Vous avez décidé ça au mois de décembre. Donc aujourd'hui, à l'absence, nous sommes ici, contrairement aux villes qui nous entourent, aux villes littorales en tout cas, nous sommes sur un règlement national, nous n'avons pas de règlement local de publicité. Je pense qu'avant de déléguer ce service, il aurait été bien d'avoir ce règlement local. Parce que comment allez-vous, d'abord pour l'établissement du contrat, c'est précieux, et ensuite pour le contrôle du délégataire. Je pense que là, vous aurez une difficulté. D'autant plus que vous venez de l'expliquer, vous renoncez à une redevance, mais je comprends bien parce que j'ai lu dans un document que le délégataire compte amortir sur 5 ans, ce qui est quand même une opération financièrement, c'est rare les amortissements sur 5 ans. Voilà. Donc je pense que vous allez manquer je crains que vous manquiez de contrôle en l'absence de règlement local. J'ai dit, non, certes nous n'avons pas de règlement local, mais nous avons un règlement national qui s'applique sur la ville. Donc on se basera sur les servitudes existantes pour pouvoir installer ces abribus et panneaux d'information. Monsieur Rigaud-Emery. Ça marche pas. Je voudrais savoir quelle est l'entreprise que vous avez choisie. Mais pour l'instant, elle n'est pas désignée. D'accord. On va faire un appel à la concurrence. Bon, merci. C'est le but de la délibération. Après aussi, pour préciser sur la question de réglementaire, on a quand même un document qui s'applique sur Cibourg. On n'a pas beaucoup de documents d'urbanisme, on en a un, c'est le SPR. Et donc comme à l'époque, ces infrastructures aussi devront répondre aux obligations du SPR. Donc je pense qu'on ne prend pas trop de risques. Avant, il y avait 3 entreprises qui étaient sur le coup. C'est pour ça que je voulais savoir si... Pour l'instant, on ne sait pas. On prend une délibération pour faire appel à des entreprises et on verra qui postule à cette demande. Je me permets de rebondir. Vous signalez le SPR, justement. Cibourg a une contrainte, un SPR, un pays d'arrêt d'histoire, des contraintes particulières que n'ont pas d'autres villes, d'où, à mon sens, tout l'intérêt d'avoir un règlement local. Y a-t-il d'autres remarques? Il n'y en a pas. Je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Ah. Contre? D'accord. Il y a un contre. Donc c'est adopté à la majorité. Donc on passe au point 6, école élémentaire, projet de classe numérique, dont le rapporteur est Madame Larassa. Le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports lance un appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. L'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires vise à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique. Son ambition est d'appuyer la transformation numérique des écoles en favorisant la constitution de projets fondés sur 3 volets essentiels. L'équipement des écoles d'un socle numérique de base en termes de matériel et de réseau informatique, les services et ressources numériques, l'accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources numériques. Dans ce but, l'État investit 105 millions d'euros à compter de 2021 dans le cadre du plan de relance pour soutenir les projets pédagogiques de transformation numérique dans l'ensemble des écoles. Cet appel à projet vise à soutenir la généralisation du numérique éducatif pour l'ensemble des écoles élémentaires et primaires, cycles 2 et 3, qui n'ont pas atteint le socle numérique de base, dont un référentiel a été discuté avec les représentants des associations représentatives des collectivités lors des états généraux du numérique pour l'éducation.
Les projets sont construits conjointement par les collectivités locales concernées et les équipes pédagogiques sur la base d'un diagnostic partagé et d'objectifs validés par tous et doivent être déposés avant le 31 mars. L'aide de l'État est comprise entre 50% et 70% selon la nature de la dépense et le montant engagé par la collectivité. Le document financier est annexé au présent. Suite à cet exposé et après en avoir délibéré, il conviendrait que le conseil municipal valide le projet d'équipement présenté et assurant une répartition équitable sur le territoire. Certifie que le projet s'inscrit dans les préconisations du socle numérique de base, garantissent l'effectivité et l'auditabilité des dépenses engagées, autorise le maire à signer la convention correspondante et tout document utile ou nécessaire à la parfaite finalité du projet et son financement, disent que les crédits sont inscrits au budget de l'exercice. Alors, j'avais bien vu que nous sommes dans l'urgence, que l'échéance est au 31 mars. Je suis bien d'accord sur tout l'intérêt pour les enfants, les écoles et donc la commune. Par contre, nous certifions que le projet s'inscrit dans les préconisations. Vous, monsieur le maire, vous garantissez l'effectivité et l'auditabilité. Nous aurions tous préféré certainement avoir le projet pédagogique, puisqu'il ne suffit pas de s'inscrire, il faut monter un projet pédagogique digne d'être élu donc à ce programme de relance. Voilà. Donc ni en commission, ni ici, nous n'avons d'éléments là-dessus. Alors, le 16 janvier, la commission éducation, enfance, jeunesse s'était donc réunie pour participer à un atelier animé par un professionnel conseiller technique et pédagogique de jeunesse et sport qui avait animé un atelier autour de l'élaboration du projet éducatif de la commune de Cibourg. À ce jour, le document, donc ce projet éducatif, n'est pas complètement rédigé, il est en cours d'élaboration. Bien évidemment, ce point-là, il sera intégré. Je ne manquerai pas de toute façon de vous envoyer, comme je l'avais dit lors de cet atelier, le projet éducatif pour que vous puissiez également nous faire parvenir vos remarques, suggestions à ce moment-là. Pardon. Ça sera bouclé à temps. On peut quand même prétendre au programme au 31 mars. Vous l'aurez à temps. J'espère que ce sera bouclé à temps. Je comprends que même vous n'avez pas encore le projet pédagogique. À ce jour, je ne l'ai pas encore. Ok. Merci, madame. Mais le but est qu'il soit finalisé pour le 31 mars et comme nous l'avions évoqué le 16 janvier, qu'il soit présenté en conseil municipal. Et même si ce n'est pas une obligation, voilà, moi je souhaiterais qu'il soit présenté à l'ensemble du conseil municipal parce que c'est quand même un document de travail important qui décline les intentions éducatives des élus, de la collectivité à destination des enfants, des familles. Donc oui, pour le 31 mars, j'espère vous l'avoir envoyé avant le 31 mars. Merci. Donc voilà. Donc je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Donc on passe au point 6, au dernier point. Donc qui est le débat du projet d'aménagement et de développement durable. dont le rapporteur, on va le faire à deux voix, entre messieurs Dufaux et moi-même. C'est bon. Donc, je rappelle que donc nous avons repris l'élaboration du PLU qui avait été engagé en mai 2015 après l'annulation du premier PLU de Cibourg. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça a été une actualisation de différents documents, dont le PADD. Les grandes orientations énoncées dans le premier PADD et leur déclinaison ont fait l'objet d'une mise à jour afin de prendre en compte l'actualisation du diagnostic de l'état initial de l'environnement, de la démographie et de suivre les orientations politiques voulues par la nouvelle équipe municipale. Le PADD que nous vous présentons a fait l'objet de concertation par le biais d'une réunion publique, de la commission d'urbanisme, de divers échanges entre élus, majorité ou opposition confondues, et avec des associations de quartier. Le PADD définit des orientations générales, des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que les orientations générales concernant l'habitat, les déplacements, l'équipement,
commerciales, le développement économique et les loisirs pour l'ensemble du territoire communal. Donc, comme vous le voyez, on ne parle pas seulement de logement dans un PADD. Un PADD, c'est vraiment quelque chose qui va bien plus loin que le logement, même si souvent, des fois, on se limite à parler de logement. Mais c'est vraiment un document de planification pour répondre à l'ensemble des enjeux d'une commune, que ce soit l'habitat, l'environnement, l'emploi, l'économie et divers besoins d'infrastructures. Ciboure, ville portuaire et balnéaire du littoral basque, est dotée d'un patrimoine riche et d'une identité bien marquée. Elle connaît depuis plusieurs décennies une attractivité forte qui induit une importante déséquilibre sur son parc de logements et Ciboure est une commune en déficit de logements accessibles en application de la loi SRU. Si le projet urbain porté par Ciboure se veut particulièrement ambitieux et volontariste pour résorber cette situation d'ici 2025, il en est tout autant pour apporter des réponses aux enjeux économiques, environnementaux et climatiques. Ce PADD fixe pour les 10 prochaines années les conditions d'un développement urbain équilibré, maîtrisé et économe en ressources, particulièrement en foncier naturel, agricole et forestier. Ainsi, il s'agit de proposer un cadre urbain renouvelé, capable de répondre aux besoins actuels et futurs en matière d'habitat, d'équipement, d'économie, de services et de commerce, tout en valorisant les caractéristiques patrimoniales, architecturales et paysagères exceptionnelles qui lui confèrent cette ambiance particulière. Ce projet est aussi l'occasion d'affirmer la vocation maritime, tant portuaire que balnéaire, de Ciboure, ainsi que la relation historique et particulière qu'elle entretient avec l'eau, élément structurant de son développement et de son avenir. La préservation des richesses naturelles, agricoles, patrimoniales et paysagères constitue un axe fort du projet communal. En outre, le PADD vise à préparer la commune au défi du changement climatique entend faire de la part belle à tous les problèmes liés à l'eau, à la consommation d'espace, au respect de la biodiversité, aux risques naturels et au développement d'énergie propre. La première des 5 orientations est d'engager une politique d'habitat dynamique dans un cadre urbain maîtrisé, répondant aux besoins de tous, afin de maintenir une population stable sur Ciboure et répondre à la loi SRU. Ici, l'idée de ce premier point, c'est vraiment de prouver qu'on n'est pas là. L'idée, ce n'est pas construire pour construire, c'est vraiment construire pour répondre aux besoins démographiques de la ville, c'est-à-dire à une stabilisation de la population sur Ciboure, et aussi, parallèlement, de répondre à la loi SRU. Donc, je vais faire une petite parenthèse sur le nombre de logements qui avait été affiché lors de la réunion publique du 5 mars, qui a fait beaucoup parler, qui est de 900 logements. Ces 900 logements, c'est une projection. C'est une projection qui est le résultat d'une modélisation qui ne nous appartient pas, une modélisation qui est actée par les services de l'État, qui sortent ce chiffre de 900, qui est c'est une projection, c'est une approximation, sûrement imparfaite, mais obligatoire. Nous, on est persuadés que si on se cantonne à respecter la loi SRU, c'est-à-dire à produire les 505 logements sociaux qui nous manquent, qu'on pourra faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire d'une part respecter la loi SRU et deuxièmement de maintenir la population stable sur Ciboure. Donc maintenant je vais passer la parole à M. Dufault qui va préciser un peu plus ce point de l'habitat. Alors engager une politique de l'habitat dynamique dans un cadre urbain renouvelé et maîtrisé, répondant aux besoins de tous. Conduire une politique de l'habitat ambitieuse et volontariste pour résorber la carence de logements sociaux d'ici à 2025. Alors tout d'abord, viser un objectif de production de logements permettant de résorber le déficit en logements sociaux. Réserver les propriétés communales qui le permettent pour des opérations visant à produire exclusivement de l'habitat social. Imposer à minima 75% de logements sociaux dans les opérations situées sur les secteurs en extension de l'urbanisation existante au sud de l'autoroute A63, prévoir un minimum de 75% de logements sociaux dans les opérations qui prendront place dans le futur secteur de l'Ancan, intégrer la réalisation du logement social dans le tissu urbain en l'imposant aux opérations de plus de 3 logements, et mobiliser l'ensemble des outils réglementaires pour respecter cet objectif. Contenir au maximum la ville dans son enveloppe en la densifiant et en favorisant son renouvellement. Alors tout d'abord en mobilisant les gisements fonciers et immobiliers existants au sein du tissu aggloméré actuel, ce qu'on appelle les dents creuses, et avec un processus de division parcellaire. Engager la requalification urbaine de Ciboure et accompagner la politique de rénovation-réhabilitation du bâti ancien.
densifier les quartiers rétro-littoraux et intensifier l'urbanisation le long des axes de transport collectif structurants. Maîtriser l'extension de l'urbanisation en fixant la limite sud du périmètre aggloméré et conserver la coupure d'urbanisation marquée par le golfe entre les agglomérations de Ciboure et de Saint-Jean-de-Luz. Et enfin, favoriser la densité urbaine sans compromettre la qualité paysagère des sites. Engager une diversification du parc de logements pour satisfaire les besoins locaux et répondre aux enjeux sociétaux. En améliorant le parcours résidentiel communal à destination des seniors, jeunes, actifs et familles, et favoriser une diversification des typologies de logements. Promouvoir des opérations urbaines de qualité et s'intégrant à l'environnement proche. En concevant et en aménageant des sites d'extension urbaine respectueux de l'environnement naturel, urbain et paysager, en assurant la mixité des fonctions urbaines au sein des nouveaux quartiers, en confortant la présence des aménités et en aménageant de véritables espaces de vie et de convivialité. Et enfin, en développant des trams viaires perméables aux différentes mobilités et connectés aux quartiers existants proches. Alors, je vous propose le plan que vous avez tous eu avec l'ordre du jour, qui permet de voir un petit peu les différents éléments. Et je repasse la parole à Monsieur le maire. Le point 2, renforcer le dynamisme économique de la commune. Oui, Madame Durbet. Monsieur le maire, je m'excuse, mais je voudrais savoir comment on va fonctionner. Parce que là, si on fait le déroulé de tous les points, il me semble que ça va être compliqué. Lors de la présentation du premier PADD le 20 octobre 2018, Vous voulez faire par chapitre? vous aviez personnellement souhaité que l'on fasse par thème. Et je pense que tout le monde va un peu plus s'y retrouver parce que si on développe... Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si On peut le faire. On est d'accord, mais On est d'accord. Souhaitable. Donc voilà, donc on a le premier chapitre qui a été présenté. Y a-t-il des remarques ou des observations? Oui, Monsieur Perry. Oui, donc tout d'abord, Monsieur le maire, merci d'avoir reçu certaines associations et moi-même en mairie et d'avoir tenu compte de certaines suggestions, remarques de ma part. Sur le point 1, il me reste quelques questions. Nulle part n'est fait mention des surfaces de programme. Par exemple, vous dites à partir de 3 logements, ce qui est très bien, un promoteur peut être tenté de faire 3 appartements de 200 mètres carrés. On sait qu'il y aura de la clientèle pour ça. Donc, serait-il possible d'introduire une limite de surface? Et la surface intervient également dans la répartition des logements. Dans un programme, quelle part de surface sera attribuée au locatif, au social, pardon, et l'autre non. D'accord. Donc, je pense qu'il ne faut pas se tromper d'exercice. Là, on est en train de débattre d'un PADD, ce sont des orientations. Après, les précisions que vous venez d'apporter sur les surfaces seront déclinées sur un règlement qui viendra plus tard. Donc voilà, là on ne parle pas de règlement du PLU, on parle des orientations du PLU. Donc c'est sûr que, et on l'a discuté déjà sur ce point-là, c'est vrai que des promoteurs pourraient être tentés de faire des logements, de respecter quantitativement, mais pas en superficie les logements. C'est-à-dire qu'on soit à 75% de logements, mais pas à 75% de superficie de logement. Je pense que j'ai été clair. Ok, merci pour cette réponse. J'ai plusieurs questions. Vas-y. Je vais continuer. Sur le point 1, vous envisagez de mobiliser tous les outils réglementaires. Il est clair qu'une des façons de refaire du logement social sans construire beaucoup plus et de convertir ou de faire revenir du secondaire dans le logement principal. Envisagez-vous des outils de préemption, par exemple, pour favoriser ce retour? Je pense que c'est écrit dessus. Donc, par exemple, le quartier de l'Encan, c'est un projet de requalification et de préemption de 4 hectares et quelques. Et c'est sûr que si on veut consommer moins, il faudra faire de la requalification, et c'est ce qu'on fera. Ok, merci. Et un dernier point que nous avons également évoqué ensemble, mais qui n'est toujours pas
Le BRS me paraît être un très bon système. D'ailleurs, il y a un grand pays européen jusqu'à peu qui le pratiquait, puisque les Britanniques ne sont pas propriétaires du foncier. Non, donc ça marche à l'échelle d'un pays, donc il n'y a pas de raison. Par contre, de tout ce que je lis sur le BRS, c'est toujours adossé à une durée qui va de 18 à 99 ans. Donc voilà, l'intérêt serait de prendre les protections maximum pour limiter les effets de spéculation que nous avons pu connaître. Donc pour expliquer un peu le système de BRS, donc le BRS c'est une dissociation des murs par rapport au sol. C'est-à-dire que les propriétaires achètent les murs mais ne sont pas propriétaires du sol. Et donc ils prennent donc ces propriétaires qui achètent un appartement dans un lotissement, ils achètent les murs et ils signent un bail avec l'opérateur, donc le bailleur social. Ces baux peuvent aller de 18 à 99 ans. Bien sûr, nous, l'exercice qu'on fait et qu'on a déjà fait, c'est qu'on mette le plafond sur ces baux-là, c'est-à-dire qu'on fasse des baux de 90 à 99 ans. Maintenant, une fois que ces baux sont signés, les propriétaires payent une redevance pour l'occupation du sol. Donc cette redevance a une durée de 50 ans. Au bout de 50 ans, cette redevance est diminuée à vraiment à peau de chagrin, je dirais, juste pour couvrir les frais de gestion de l'opérateur. C'est-à-dire qu'on est dans une moyenne de 0,25 centimes du mètre carré. Donc c'est-à-dire que pour un T2, on serait aux alentours de 10 euros par mois, pour un T3 aux alentours de 15 euros, et un T4 aux alentours de 20 euros par mois. Donc c'est vraiment résiduel. Ça, c'est si le propriétaire qui a acheté reste pendant 50 ans. Admettons que le propriétaire décide de vendre. Mais s'il vend, le compteur repart à zéro. C'est-à-dire qu'il devra repayer les 50 ans. Si l'acheteur décide de vendre, s'il décide de léguer le bien à un de ses ayants droit, soit de son vivant, soit du fait après son décès. Mais là, les ayants droit n'auront plus qu'à payer le restant. C'est-à-dire que si le propriétaire a payé 20 ans sur les 50, les ayants droit n'auront plus qu'à payer 30 ans. Au moment de la vente, le propriétaire sera obligé de vendre à un prix plancher, c'est-à-dire au prix d'achat plus inflation, coût de la vie, et devra le vendre à une personne ou à des personnes qui rentrent dans les mêmes caractéristiques sociales que le vendeur. Si le bien est hérité ou légué, les ayants droit doivent aussi avoir les mêmes caractéristiques sociales que le légataire. S'ils ne l'ont pas, ce n'est pas pour autant qu'ils ne seront pas propriétaires. Ils pourront toujours être propriétaires, mais devront louer le bien au prix du logement social à des gens qui rentrent dans la même caractéristique sociale. Donc voilà de manière assez synthétique le système de BRS, qui est un système très intéressant pour nous, qui permet de proposer des logements en accession à la propriété, tout en blindant la vocation sociale de ces logements à une durée vraiment, je dirais, perpétuelle, parce qu'à 99 ans, on ne reste pas propriétaire 99 ans d'un bien. Et juste sur ça, il faut savoir que la moyenne de rotation dans les logements en accession à la propriété est de 10 ans. Donc on est vraiment sur des années qui blindent la vocation sociale ou accessible de ces biens-là. Merci, monsieur le maire. Madame Dubarbier. D'abord, je me permets une petite remarque parce que j'ai assisté il y a une quinzaine de jours à une présentation du projet BRS, mais porté par le PFL. Alors peut-être que tous les bailleurs n'ont pas les mêmes clauses ou enfin les mêmes règles, parce que je n'ai pas du tout eu la réponse que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire que lors d'une succession ou d'une vente, le contrat qui prend en compte le foncier, si vous voulez, est reconduit. Il n'est pas sur une durée fixe et le deuxième acquéreur, si vous voulez, ne prend pas le restant dû. Enfin, moi, c'est la réponse que j'ai eue. Alors peut-être que j'ai mal interprété, mais au niveau de l'EPFL, il nous disait que ce droit du sol, si vous voulez, était après reconduit
Et il y avait toujours ce contrat entre le propriétaire qui était propriétaire du foncier et le bailleur, ou enfin qui était propriétaire du sol. C'est-à-dire que alors, peut-être C'est pas limité dans le temps, quoi, parce que moi, non, j'ai c'est posé limité la dans question. c'est-à-dire que le bail est perpétuel, il y aura toujours un bail. C'est Voilà. la redevance qui est une durée plus restreinte. La redevance est de 50 ans. S'il y a une vente, cette redevance, eh bien, on repart à chaque fois à zéro. Si le transfert se fait par legs ou par héritage, les héritiers ne paieront seulement les annuités restantes. Mais au bout de 50 ans, on paye toujours quelque chose. Au bout de 50 ans, c'est vraiment le coût du foncier baisse. Foncier, oui. Et donc se réduit vraiment à 0,25. Et c'est ça en plus, c'est 0,25 centimes du mètre carré. Voilà. Mais ça, c'est pour tout le monde. Voilà, certains. Qu'on soit Donc, qu'on l'ait acheté ou qu'on l'ait hérité. Mais c'est Voilà. c'est seulement la partie C'est bien ce que j'avais de la ce que j'avais cru cinquantenaire là, comprendre. qui elle peut bouger ou pas. Je m'excuse, hein, c'était une petite aparté parce que j'ai eu la même inquiétude que vous et j'ai posé la question aux responsables de l'EPFL qui nous présentaient leur projet BRS. Et c'est vrai qu'on était sur une redevance sur le sol qui continuait. Je croyais qu'elle s'estompait au fur et à mesure des années, mais non, en définitive, elle continuait jusque... Voilà, puisque même le PFL nous disait que au bout d'un certain temps, si vous voulez, s'il n'y a pas de repreneur de cet appartement, voilà, le PFL pouvait se porter acquéreur du bâti. Voilà. Oui, mais enfin là, on est quand même sur une autre... Enfin, c'était un petit détail. Donc, si vous le permettrez, je reviendrai donc sur les éléments de l'acte 1. Donc, une première remarque sur la page 4. Vous dites qu'il faut réserver les propriétés communales qui le permettent pour des opérations visant à produire exclusivement de l'habitat social. Plus d'identification de ces propriétés. On reste dans le général. Voilà, c'est juste une remarque. Lors de la présentation de l'ancien PADD, il y avait des propriétaires qui étaient bien ciblés. Là, je vois qu'on reste sur quelque chose d'un peu plus général. Oui, mais sur le fond, on ne change rien. Oui, c'est juste sur une 100%. remarque. Hein. Ensuite, 75% de logements sociaux, démarche ou pourcentage ambitieux. Est-ce que vous ne pensez pas, monsieur le maire, est-ce que quand vous dites 75% de logements sociaux, c'est une moyenne dont la résultante fera 75%? Parce que je pense qu'il y a des secteurs où malheureusement les 75% seront difficiles à atteindre, soit à cause de règles d'urbanisme, soit à cause d'équilibre foncier. Et il y a d'autres propriétés, comme vous venez de les nommer, des propriétés communales, où là, la commune est propriétaire du foncier et où on espérait, comme sur le projet que nous avons mené sur Arrobia, faire du 100% social. Donc, est-ce que quand vous avancez le chiffre de 75, vous voulez dire que la moyenne de ces deux types de réalisation fera 75%, si on en a certaines qui seront où sera imposé 100% ou possible 100% et d'autres 50% ou autres. Je crains que d'imposer 75% sur certains lieux, surtout si on utilise les dents creuses, ça sera peut-être un peu compliqué, mais enfin, bon, voilà ma remarque. Ensuite, moi, je n'avais pas la même perception du problème par rapport à l'obligation de créer un logement social au bout, enfin, sur toutes les opérations où on a plus de 3 logements. J'ai quelques inquiétudes sur les problèmes de succession. Imaginons une grande maison, comme on en a sur notre commune, et où nous avons 4 héritiers. Qu'est-ce qui se passe? Ces 4 personnes, elles devront faire 4 logements et un logement social, ou voilà. Je pense que ça risque d'être compliqué si nous maintenons je suis d'accord que pour les réalisations nouvelles, il est intéressant,
que nous avions fait à partir d'un certain nombre de mètres carrés d'ailleurs, hein, de créer un logement social pour 3 logements. Je crains qu'au niveau des successions, ce serait un petit peu compliqué de pouvoir dire à 4 héritiers, ben voilà, vous ne pouvez pas récupérer chacun un appartement parce qu'il vous faut faire un logement social. C'est une remarque. Et ensuite, oui, alors juste une petite remarque un peu moins sympathique. Je trouve que le 75% est un chiffre bien ambitieux qui montre toute votre volonté. Par contre, monsieur le maire, vous nous avez dit en commission enseignement que vous abandonniez la volonté de construire sur le site de la Croix-Rouge, de l'école de la Croix-Rouge. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une décision qui met un peu à mal vos ambitions, d'autant plus que, nous l'oublions pas, le site de la Croix-Rouge, c'est de l'école, je précise, de l'école de la Croix-Rouge est un foncier communal, donc il nous permettrait de réaliser dans un délai bref, et ensuite, là aussi, nous pourrions sûrement espérer du 100%. Donc voilà, je suis un peu déçue de voir que cette belle ambition est déjà mise à mal. Pour ce qui est de la carte de la page 7, évidemment, je ne retrouve plus le projet de l'UNSIN, puisqu'il est réalisé, et que dans très peu de temps, nous aurons 93 logements. Voilà. Sur Sokoa, j'ai vu vous aviez fléché un lieu. Je pense qu'il s'agit du bâtiment de la DDE. Oui. Ou du conseil départemental. Dit de la DDE qui appartient à l'État. Dit de la DDE. Juste une question. Avez-vous eu des engagements de l'État de vous faire cadeau? Non, peut-être pas. Ce bâtiment, parce que moi je sais que j'ai assisté à des réunions où les services de l'État n'envisageaient pas du tout ce don. Donc j'essaie de répondre point par point. Je reprends. Donc, vous avez fini ou vous avez d'autres questions? Oui, pardon. Non, ouais, c'est tout. Donc pour ce qui est de 75%, donc vous inquiétez pas, c'est pas 75% sur l'ensemble de la commune et de Dancreuse. On parle, c'est bien écrit, de 75% sur des logements sociaux dans les opérations situées sur les secteurs en extension d'urbanisation, c'est-à-dire dans les OAP. Et 75% aussi sur le secteur de l'Ancan. Donc voilà, c'est sectorisé. Sur les maintenant, bien sûr, 75% seront, vu que là on est seulement sur un PADD, on n'est pas sur le règlement précisera l'application de ces 75%, parce qu'on sait très bien, on ne va pas appliquer 75% sur un projet de 4 logements. D'accord, que mathématiquement, c'est impossible. Dans le règlement, on déclinera ces orientations de manière graduelle, afin de pouvoir appliquer ce 75% seulement à des projets d'une taille significative. Pour les 3 logements, non, ce qui est important là, donc on n'est pas la première commune à vouloir appliquer cette règle, c'est vraiment d'optimiser l'ensemble de la production de logements que nous avons sur Cibourg. Vous partiez dans votre PADD ou dans vos orientations passées, partiez seulement à partir de 10-12 logements, c'est là où vous commenciez à imposer des logements. Nous, on pense qu'il est obligatoire, aujourd'hui, dans la situation actuelle, d'optimiser l'ensemble de la production de logements sur Cibourg. Bien sûr, s'il y a quelqu'un vous avez une famille qui hérite, une famille de 4 enfants qui hérite d'un bien et qui la divise en 4 appartements, eh bien, d'un appartement, quand on en fait 4, au final, on en fait 3. Parce qu'il y a un appartement existant, donc en production, on n'en fait plus que 3. Donc il y a cette règle aussi qui peut-être pourrait être appliquée dans ces cas-là. Sur ce qui est de la Croix-Rouge, oui, c'est un de vos projets, on est conscient, on sait très bien que c'est un bâtiment communal dans lequel on pourrait faire 100%. Mais bon, vous étiez parti sur une production de 87 logements. On ne pense pas qu'intégrer 87 logements dans ce quartier qui est déjà saturé est quelque chose de pertinent. On va le faire avec l'école Aristide Briand, dans lequel on va transformer
à une dizaine ou une quinzaine de logements pour les jeunes et les moins jeunes. Mais le faire sur la Croix-Rouge, ça nous paraissait pas la chose la plus opportune à faire. Sachant que aussi le quartier de la Croix-Rouge est un quartier qui est saturé déjà, qui est un quartier historique dans lequel on a beaucoup de difficultés de stationnement. Et cette école sert, comme tout le monde le sait, de parking de délestage pendant les vacances scolaires. Pour ce qui est de l'Onsin, oui, bien sûr, le projet n'apparaît plus vu qu'il va être livré au mois de juin. Je vais juste rappeler que le projet initial que vous aviez sur ce quartier-là, sur ces terrains communaux, n'était pas de faire 100% de logement social, mais c'était de faire une résidence senior privée dans laquelle il y avait zéro vocation sociale. Donc voilà, vous ne l'avez pas fait parce que le permis avait été annulé, et donc au final vous êtes rabattu sur un projet de logements sociaux, un projet de 100% de logements sociaux. Donc voilà. Pour ce qui est du bâtiment dit de la DDE, qui appartient à l'État, donc non, on n'a pas eu de promesse de vente à l'euro symbolique, mais on ne nous a pas dit le contraire non plus. Donc on nous a laissé, ce qu'on nous a dit, c'est présenter un projet. Si le projet est valable, on étudiera la question. Donc la porte n'est pas fermée. Donc je pense avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Moi, je voudrais quand même, monsieur le maire, nous ne sommes plus dans les déclarations pré ou post, enfin post-électoral, oui, mais pas pré. Je m'excuse, mais le projet prévu à la Croix-Rouge n'était pas du tout de 86 logements, mais de 38. Vous devez avoir le dossier d'ailleurs en mairie, puisqu'il était étudié par HSA, des plans avant-projet étaient faits, et il n'était pas absolument pas nécessaire, enfin, pas question de ce genre de document. Le document en mairie vous prouvera qu'on n'était pas du tout dans cette jauge-là, puisque HSA avait travaillé le projet à la Croix-Rouge sur si ma mémoire est bonne, sur 38 logements. Et vous parlez d'Aristide Briand, effectivement, le projet était aussi bouclé sur Aristide Briand avec 15 logements, et ce n'était pas du tout une surprise, puisque le projet, là aussi, est bouclé et présenté par l'Office 64. Pour ce qui est, enfin, je ne me souviens plus la réponse que vous venez de me porter, oui, du nombre de un logement social, vous m'avez dit qu'il était imposé au bout de 10-12 logements. Ce n'est pas vrai, monsieur le maire. Nous, on parlait de 4 logements, à partir desquels, mais il y avait une surface, effectivement, qui était accolée à ce projet, et au bout de 4 ou 5, je ne me rappelle plus, M. Brondy pourra nous répondre sans doute, il y avait un logement social de prévu. Pas 10-12, là vous êtes un petit peu dans... Voilà, excusez-moi, merci. Donc sur le dernier point, je vous invite de comparer votre PADD et le nôtre. Il n'y a rien qui apparaît sur ce point-là. Donc je ne sais pas d'où est-ce que vous sortez cet élément. Deuxième chose, sur l'école de la Croix-Rouge, j'ai le dossier, mais j'ai le document aussi de la capacité d'urbanisation que vous aviez faite lorsque vous étiez dans les fonctions. Donc j'ai ici école de la Croix-Rouge, superficie totale 8000 m², part urbanisable 70%, densité 160 logements à l'hectare, nombre de logements attendus 87 logements, objectif de création de logements sociaux 50%, c'est-à-dire 44, habitat permanent 90, habitat secondaire 10. Voilà, donc c'est pas moi qui l'ai produit, c'est vous qui avez produit ce document-là. Conseil, monsieur le maire, d'aller chercher ce projet présenté par HSA. Bien, voilà, mais vous m'avez dit de me référer à des documents. J'ai des documents ici qui ont été produits par vous, ou votre majorité. Je lis ce que vous avez écrit. Merci. Y a-t-il d'autres remarques? Oui, je vais revenir sur un point qui pourrait paraître de forme. Quand nous sommes venus, vous avez accepté de décliner le respect de l'environnement, vous l'avez décliné en paysager, urbain et naturel. Et je vous avais proposé d'introduire la notion architecturale. Je sais qu'elle vous est chère, puisqu'elle était mise en exergue à la page 14 de votre programme. Donc je continue à regretter que l'architecture ne soit pas, le respect du style architectural ne soit pas ici mieux décrit, mieux précisé. Comme vous l'avez dit, on l'a introduit dans un second chapitre.
Et la protection de l'architecture, c'est surtout le SPR qui le réglemente. Et, et lorsqu'on aura un PLU, on aura le SPR qui se superposera au PLU, et tout projet qui pourra répondre aux attentes du PLU devra aussi répondre aux servitudes du SPR. Donc sur ça, c'est pas la peine d'en faire des tartines. On a une règle, il faut juste appliquer la règle. Merci. Je propose qu'on continue. Ah ben c'est moi qui dois. S'il n'y a pas d'autres remarques sur ce premier point, renforcer le dynamisme économique de la commune. Repositionner l'activité économique, commerciale et touristique de la ville autour de ses centralités historiques et en devenir. Réinvestir et redynamiser le centre-ville historique afin de rendre de nouveau attractif et retrouver un parcours commercial de proximité. Agir sur les espaces publics pour redonner une lisibilité, une attractivité économique au cœur historique et aux quais. Valoriser les quais et le port pour renforcer significativement la présence de commerce. Lutter contre la vacance commerciale en préservant les fonds commerciaux existants et en empêchant la transformation en locaux inoccupés. Je dis juste une parenthèse, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé à faire avec la délibération du mois précédent. Faire de la pêche et du port un vecteur de développement économique. Renforcer l'animation économique de Sokoa pour en faire un pôle majeur des activités nautiques et du patrimoine maritime. Accompagner la requalification du fort de Sokoa. Favoriser le réaménagement des activités nautiques autour du port. Soutenir l'émergence d'une centralité commerciale sur le secteur Soubiboulou-Ancan-Marignella, raccrocher la façade Soubiboulou à l'espace économique de Marignella, favoriser l'implantation d'un tissu commercial et de services dans le cadre du futur quartier de l'Ancan, créer sur l'Ancan une halle ayant également vocation d'espace de convivialité, accompagner l'implantation d'une activité commerciale de proximité au sud de l'autoroute A63, valoriser la ville en s'appuyant sur la promotion des atouts patrimoniaux, historiques et culturels, améliorer l'accessibilité et la visibilité du centre historique pour en faire un espace central de découverte grâce à la reconquête des espaces publics, accompagner la réhabilitation du site des Récollets en créant un centre d'interprétation et d'architecture du patrimoine, s'appuyer sur le label Ville, Pays d'Art et d'Histoire pour favoriser l'accueil d'artisans, d'activités artistiques et de services, développer et animer le circuit thématique de découverte de l'architecture, du patrimoine et du paysage, garantir un cadre de vie de qualité par l'amélioration et l'embellissement des espaces publics, redonner au quartier ancien une identité propre en recréant, réaménageant des espaces publics centraux, créer un jardin public paysager au cœur du futur quartier de l'Ancan, mettre en valeur les entrées de la ville, engager la requalification et l'embellissement des espaces publics du centre-ville, requalifier les avenues Jean Jaurès et François Mitterrand en voie urbaine apaisée. Donc, vous devez avoir le plan, ou le plan ici. Donc, bon, vous l'avez tous reçu, vous devez tous le connaître. Voilà, l'idée c'est de renforcer 4 centralités urbaines, que ce soit Sokoa, Unsine, centre-ville, Ancan, Marignella, de développer les commerces et aussi de faire des points surtout dans des quartiers où il n'y en a pas, dans la partie sud de la ville. Quand on parle de commerce, pour ceux qui sont du sud de la ville, ne vous inquiétez pas, on ne va pas créer un supermarché au sud de l'autoroute, mais c'est plus que des points de collecte ou de systèmes de commerce automatique, et comme on peut le voir dans d'autres communes ou même ici, très près d'ici, à Urrugne. Et voilà. Et l'idée aussi, c'est d'apaiser plusieurs avenues ou boulevards de la ville de Cibourg. Voilà, de manière synthétique, l'explication de ce plan. Y a-t-il des questions? Je suppose qu'il y en a. Monsieur le maire, je relis un de vos points, faire de la pêche et du port un vecteur de développement économique. Donc j'espère que tout le monde ici est bien d'accord avec ça. Nous avons eu l'occasion en commission de parler des particularismes, particularités et difficultés locales, et vous aviez à cette occasion proposé de créer une commission dédiée. Donc je vous confirme que je suis volontaire, j'espère beaucoup d'autres,
Oui, participer à cette commission. Oui, je pense qu'on peut-être m'a mal compris, mais l'idée, c'était pas de créer une commission, parce que la commission urbanisme, voirie et port, c'est la même commission, donc c'était plutôt de prendre des moments ou des commissions monothématiques, je dirais, sur ce sujet-là. Oui, c'est ce que je voulais dire, un moment dédié. Voilà, Pardon. c'est ça. Y a-t-il d'autres remarques? Je vais m'exprimer donc sur cet axe 2. Je vais faire les remarques, faire les différences. Moi aussi, j'ai relevé le vœu de faire du port de la pêche un vecteur de développement économique. Je voudrais vous rassurer à ce sujet, puisque en session, il y a 15 jours, au conseil départemental, nous avons voté le financement du travail d'un bureau d'études qui va travailler sur les nouvelles concessions. Et il y a un projet qui est mis en place qui s'appelle le Port Océan et qui va travailler sur divers points, notamment la possibilité d'accompagner les professionnels sur l'achat de nouvelles flottilles, des aménagements qui ne sont pas aujourd'hui conduit par la CCI, qui est aujourd'hui concessionnaire, et donc un travail très minutieux et très ambitieux, et porté de façon à revoir ces concessions, qu'elles soient sur la pêche ou sur la plaisance, puisque ces deux concessions arrivent à terme dans les mois qui viennent. Ensuite, j'ai vu que votre souhait était d'abandonner le projet de pôle excellence universitaire porté par la CAPB. Là aussi, je vous demande si vous avez eu des informations, parce que personnellement, je ne sais pas au niveau de l'agglomération si ce projet est abandonné, s'il est reconduit sous une autre forme ou autre. Voilà, ce sont les points les plus importants, puisqu'ensuite, en page 9, c'est un copier-coller du PADD présenté en octobre 2018. En page 10, c'est un copier-coller du même projet. En page 11, idem. Et en page 12, idem. Simplement, quand vous parlez aussi du franchissement de la Nivelle, monsieur le maire, je voudrais savoir si vous avez mené une étude pour étudier la faisabilité financière et technique de ces nouveaux franchissements évoqués, parce que, en effet, lors du débat, je me réfère toujours au débat du PADD de 2018, vous aviez personnellement dit que sans étudier ces faisabilités, vous pensiez que tous ces vœux peuvent rester vœux pieux. Donc je voudrais savoir si vous avez, vous, aujourd'hui, étudié la faisabilité technique et financière de ce franchissement et l'accord de notre voisin qui prend la deuxième jambe. Bien. Pour ce qui est du port, mais je suis ravi que vous soyez d'accord avec nos orientations, parce que je vais quand même rappeler... Ah si, tout à fait d'accord, monsieur. Mais je suis ravi. Je suis ravi, parce que je vais juste rappeler... Je n'ai pas dit, j'avais compris, oui, excusez-moi. Est-ce que je peux vous répondre? Je suis ravi parce qu'il faut quand même... je vais quand même comparer votre approche du développement de notre port que vous aviez dans votre PADD. Donc, vous limitiez le port à je dirais quasiment un vulgaire, faire de la pêche du port un vecteur de la promotion touristique. C'est-à-dire qu'on vous preniez le prisme du développement de notre port de pêche et de plaisance, parce qu'il n'y a pas que la pêche, un vulgaire vecteur de promotion touristique. Ce qui change là, vous dites que c'est copier-coller, mais les mots et les phrases ont un sens. Et quand on dit, quand on transforme la phrase faire de la pêche et du port un vecteur de la promotion touristique en faire de la pêche et du port un vecteur de développement économique, c'est pas la même chose. Là, on parle vraiment de l'activité portuaire au centre, de le mettre au centre du développement économique de notre commune. Vous avez dit qu'on a fait un copier-coller de votre présentation. J'ai rappelé en introduction qu'on n'avait pas pris un PLU à 0, donc qu'on avait actualisé. Et quand même, sur ce chapitre-là,
votre chapitre de développement économique, au final, se basait seulement sur, du commerce et le tourisme. Nous, on veut vraiment un développement économique de la ville, que ce soit un développement vraiment diversifié et qui se centre sur 3 volets importants, qui soient le commerce, les services, l'activité portuaire et maritime en tant que telle, parce qu'on a quand même un écosystème particulier sur Ciboure. On a un port de pêche, on a des ports de plaisance, on a une criée, on a un lycée maritime. Donc c'est vraiment un écosystème que peu de communes ont dans l'Hexagone. Et je pense qu'il faudrait profiter de cet écosystème-là pour vraiment développer cette activité portuaire et maritime, et pas seulement à la cantonner à un vecteur de promotion touristique. Et 3e vecteur de développement de la ville de Ciboure, bien sûr le tourisme, qui est quelque chose majeur de la ville de Ciboure, mais vraiment développer le tourisme, pas le développer pour le développer, mais vraiment faire des aménagements urbains sur la ville de Ciboure qui seront bons pour les Cibouriens, qui sont agréables pour les Cibouriens, et si elles sont agréables pour les Cibouriens, elles seront aussi agréables, pour les touristes. Donc, la différence, elle est là, et elle est majeure. 2e point, vous me parliez de la CAPB. Donc, j'ai pas tout entendu, on n'entendait pas. On parlait du fort ou... Oui, je demandais. Voilà, du fort. J'ai vu qu'il y avait l'abandon du projet du pôle excellence Voilà. Universitaire. Est-ce que vous avez quelque chose, une information à nous donner? Parce Donc, que, personnellement, je ne connais pas les intentions de la CAPB. Donc, le projet, donc, à la demande de la ville de la commune de Ciboure ainsi que du pôle Sud Pays Basque, donc le projet de pôle universitaire et de recherche a été écarté, et on est parti sur la réflexion d'un nouveau projet qui serait plus dédié à la valorisation du patrimoine maritime de Ciboure, de Saint-Jean, mais de l'ensemble de la côte basque, ce que l'agglomération Pays Basque a vu d'un bon œil. Donc pour l'instant, on est vraiment aux prémices de discussion. Donc les discussions avancent, et dès qu'on aura un peu plus d'éléments, on vous fera une présentation, soit en commission, soit en commission plénière, sur ce sujet-là. Et je ne sais pas s'il y a... Ah oui, sur la question de la passerelle, donc l'étude de faisabilité sur la passerelle La passerelle, du pont Charles de Gaulle. Sur la Nivelle. Oui, mais c'est le point suivant. Le pont Charles de Gaulle est bien sur la Nivelle et pas sur la Garonne. Donc, l'étude de faisabilité a été faite, l'étude financière a été faite parce que c'est le département, entre autres, qui le porte. Donc, si on peut le faire sur le pont Charles de Gaulle, on pourra totalement le faire aussi, je pense, sur un autre point d'accès pour franchir la Nivelle. Après, vous inquiétez pas, on va pas faire les 2 passerelles en même temps, parce que ça, c'est sûr que financièrement, on serait incapable de les porter. On sait aussi que nos voisins lusiens ne sont pas contre et sont même intéressés par ce projet-là. Donc c'est quelque chose qui se fera je l'espère, dans les années à venir. Donc je propose qu'on passe Je m'excuse, je voudrais vous demander une petite précision, monsieur le maire. Je n'ai pas compris. Est-ce que vous me parlez de la passerelle qui jouxte le pont Charles de Gaulle, ou vous me parlez d'une possibilité de franchissement sur la Nivelle, d'un projet de franchissement sur la Nivelle? Ce sont 2 choses complètement différentes. Le projet de la passerelle, évidemment, de toute façon, la ville de Ciboure n'a aucun financement à apporter sur le projet de la passerelle du pont Charles de Gaulle, parce que c'est quelque chose qui est acté et qui est pris en compte par des fonds européens, et notamment le FEAMP. Donc là, la ville de Ciboure n'a aucune implication financière dans ce projet. Maintenant, je croyais que j'ai cru comprendre que vous aviez étudié ou envisagé le franchissement de la Nivelle. Et comme j'ai vu que beaucoup rêvaient d'un nouveau pont sur la Nivelle, je voulais savoir si vous aviez mené des études de faisabilité technique et financière sur ce sujet. Donc je parlais des 2 franchissements, parce que ce sont 2 franchissements qui vont de pair, même si sur la temporalité, elles ne vont pas ensemble, c'est sûr. Pour ce qui est du coût financier du pont, de la passerelle piétonne ou vélo, qui a été étudié par le département, vous me dites que la ville de Ciboure n'aura rien à débourser. Je vous dis, j'attends de voir, parce que c'est pas tout de faire un pont ou une passerelle, après il faut le rattacher
il faudra le rattacher au centre-ville de Cibourg. Et ça sera une autre paire de manches. Et ça sera sûrement nous qui devrons le payer. Ça, premièrement. Et deuxièmement, bien sûr, on se concentre sur la faisabilité d'un franchissement sur le pont Charles de Gaulle. Le deuxième franchissement, nous n'avons pas lancé d'études de faisabilité ni financière. Ça serait, je dirais, ça serait pas très logique, étant donné que déjà il faudrait en faire un avant de faire le deuxième. Monsieur Dufault, je vous invite à... Bon, pour faire suite au sujet franchissement qui vient maintenant, puisqu'on va parler des mobilités, donc faire de la ville un espace de mobilité partagé dont l'offre en équipement et services répondent aux évolutions socio-démographiques. Apporter des réponses aux besoins de mobilité actuels et futurs. C'est un enjeu hyper important des 10 prochaines années et au-delà. Je pense que tout le monde en est bien conscient. La mobilité aujourd'hui, c'est une grosse problématique sur l'agglo Pays Basque, mais sur Cibourg et les villes alentours. Et il y aura beaucoup de choses à réfléchir et à faire évoluer. Donc, c'est un point très important du PADD. Donc, organiser un schéma de liaison douce. Mettre en œuvre une politique de stationnement visant à réduire la place de la voiture en centre-ville. Développer la piétonisation du centre-ville et aménager des zones de rencontre. Mettre en œuvre une liaison parking-relais centre-ville avec une desserte en navette de préférence électrique. Implanter les infrastructures nécessaires à l'usage de mobilité propre en centre-ville, parking vélo sécurisé et bornes de recharge pour véhicules électriques. Proposer de nouveaux franchissements de la Nivelle, donc nous en parlions, et je vais préciser, puisque nous avions eu la discussion avec des Cibouriens sur ce sujet, quand on parle de franchissement de la Nivelle, on parle bien de liaison douce, et pas de franchissement automobile. C'est important de le préciser, parce qu'en effet, c'était pas précisé là-dessus, mais bon, c'est dans ce sens-là qu'on va. Contribuer à la création d'une aire de covoiturage aux abords de la sortie d'autoroute A63 Saint-Jean-de-Luz Sud. S'appuyer sur les liaisons maritimes de proximité pour les intégrer aux alternatives de mobilité. Développer une urbanisation compatible avec l'évolution de l'offre de transport collectif. Positionner les projets urbains préférentiellement autour du nouveau réseau de desserte en transport collectif de l'agglomération. Favoriser une intensification urbaine le long des axes de transport en commun structurants. Il va de soi que si les logements créés sont proches d'un transport, on a une gare juste à côté, mais aussi on a des axes qui nous traversent. Les logements qui seront proches de ces axes-là pourront permettre à certaines personnes dans l'avenir de ne plus avoir de voiture. C'est ça l'enjeu de demain. L'enjeu de mobilité de demain, c'est d'essayer de gommer la voiture. Aujourd'hui, tout le monde est habitué à avoir une voiture. Et si on veut redessiner une ville de Cibourg plus cohérente, eh bien, il va falloir essayer tous, petit à petit, de se passer de la voiture tous les jours. Donc, sécuriser les déplacements internes par la requalification et l'aménagement des nœuds de mobilité. Optimiser l'aménagement du port de Sokoa dans ses limites actuelles. Et mettre en œuvre la transition numérique. Anticiper les évolutions socio-démographiques et les besoins futurs de la population en adaptant les équipements et les services. Développer un pôle scolaire à Marinella. Accroître l'offre d'équipements et de services à destination de l'enfance, des jeunes et personnes âgées. Renforcer la présence des équipements de proximité sur le site de l'Encan. Compléter l'offre d'équipements sportifs et ludiques pour tous les âges sur la plaine des sports et ses abords. Aménager des axes sécurisés en bordure de Nivelle permettant les activités ludiques liées à l'eau. Et contribuer à la réflexion sur la création d'aires d'accueil des gens du voyage au sein de l'intercommunalité Pays Basque. Et voici le plan. Je reprécise que ce point-là n'est pas isolé. L'axe des déplacements va de pair avec l'axe du commerce. Aujourd'hui, on a une réflexion globale sur l'achat. Les citoyens se posent la question de l'achat de proximité. Il y a un mouvement qui est en train de se créer pour recréer du commerce de proximité qui a partiellement disparu sur Cibourg. La volonté de la commune, on l'a vu sur l'axe économique,
c'est de redynamiser le commerce à Cibourg pour essayer de donner envie aux Cibouriens, plutôt que d'aller dans des grandes surfaces des villes périphériques, d'acheter sur Cibourg, ce qui permettra aussi de limiter les déplacements qui viennent aujourd'hui parasiter les axes principaux et qui sont des déplacements qui seront certainement évitables rapidement. Voilà, vous avez le plan et si vous avez des questions, nous sommes à votre écoute. Y a-t-il des questions, des remarques? Il n'y en a pas? Oui, Madame Duverbier? Non, aucun commentaire sur cette taxe 3, parce que là, vraiment, la convergence est totale, tant sur le fond que sur la forme. Je pense que l'élaboration de cet axe 3 n'a pas dû vous demander beaucoup de travail, parce que c'est vraiment un copier-coller extraordinaire. Donc, je suis très heureuse de voir que nous avons une convergence d'idées qui, à travers des années, se perpétue. Donc on est très content que tout le monde se rejoigne sur ce document-là. Juste pour le copier-coller, je préciserai quand même que sur le plan, on a une passerelle en plus qui est sur le pont Charles de Gaulle, que vous n'avez pas mis, et aussi le développement de l'axe de la départementale 912, afin de faire une jonction entre la piste cyclable du Rugne qui va vers Sokoa et la piste cyclable existante sur le quai de Cibourg. Donc, s'il n'y a pas d'autres observations, C'est juste une précision, c'est le moment des mobilités. Tout le monde parle du port de pêche. Je tiens juste à préciser que c'est un port de pêche et de commerce qui peut recevoir des passagers. C'est la navette qui m'y fait penser. Et une remarque peut-être pour Madame Duverbier, c'est bien que Catram ait été désigné. Il peut arriver qu'entre la désignation d'un prestataire et la solution du problème, il se passe beaucoup de temps, voire la désignation d'autres prestataires. Mais là, il n'est pas question le temps ne sera pas extensible puisqu'il y a une concession qui est à revoir. Je sais, il y a une urgence. Voilà, donc il y a urgence et si le bureau d'études a été commandé, c'est pour rendre son travail dans un laps de temps très court puisque la concession va être à renégocier très rapidement. Catram est une grosse machine que je connais bien. Il m'est arrivé de lui acheter des prestations et de lui en vendre. M'en doute, je ne me permettrai pas de vous donner des conseils dans ce domaine. C'est une très grosse machine et je ne suis pas sûr que ça soit la plus adaptée, mais c'est un jugement très personnel. Merci. Non, merci de votre précision. Donc s'il n'y a pas d'autres remarques, je propose qu'on passe au point 4 ou à l'axe 4, qui est faire de la protection du patrimoine et des ressources naturelles un vecteur de l'identité communale. Protéger durablement les espaces qui constituent l'armature des réseaux écologiques communaux, assurer une protection des espaces majeurs de la trame verte et bleue, préserver les zones humides relictuelles au sud de l'A63, engager la réhabilitation et la remise en état de corridors écologiques humides dans la partie sud de la commune, encadrer voire préserver les sites naturels les plus fragiles et sensibles de la surfréquentation, conforter le rôle des coupures d'urbanisation à l'est du tissu aggloméré. Renforcer l'identité communale autour de la préservation de ses richesses patrimoniales, s'appuyer sur le site patrimonial remarquable pour définir une stratégie de protection et de la valorisation des éléments majeurs du patrimoine bâti et paysager, préserver les ensembles boisés constituant un élément structurant et de respiration du tissu urbain, maintenir les perspectives visuelles des grands paysages littoraux, urbains, naturels et ruraux, maîtriser la densification de l'urbanisation dans les zones portant un intérêt paysager ou naturel fort, rendre accessibles et mettre en valeur les sites emblématiques, maintenir la coupure d'urbanisation formée par le golfe à l'est. S'adapter aux enjeux du changement climatique en promouvant les énergies renouvelables, améliorer la performance énergétique et l'économie d'énergie des bâtiments, permettre la production d'énergie renouvelable, lutter contre les nuisances dans le domaine de l'air et du bruit, réduire les déplacements routiers intra-urbains par la mise en œuvre d'une ville de proximité, développer les infrastructures et les services pour le déplacement alternatif à la voiture.
soutenir le développement des activités agricoles et l'implantation de nouvelles filières, assurer la protection des terroirs agricoles existants afin de pérenniser les exploitations utilisant ces espaces, permettre la valorisation de nouveaux espaces afin d'accueillir de nouvelles filières et ou de nouvelles exploitations et notamment des jeunes agriculteurs, faciliter le développement des circuits courts par la mise en place d'installations spécifiques adaptées à la commercialisation directe, réduire la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers à moins de 4,3 hectares pour les 10 prochaines années et tendre vers un objectif de réduction de 50% par rapport à la décennie précédente. Je rappelle ici l'idée de cet axe majeur est de protéger les espaces les plus sensibles et de préserver les richesses patrimoniales, qu'elles soient naturelles ou architecturales, de pérenniser l'activité agricole en encourageant l'installation de nouveaux agriculteurs, et c'est quelque chose qu'on a déjà commencé à faire, et réduire la consommation. Et le dernier point qui est le plus important, je pense, c'est la réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers à de moins de 4,3 hectares et essayer de se rapprocher d'une diminution de 50% de la consommation de la décennie précédente, c'est-à-dire de se rapprocher à une consommation de 2,15 hectares. Et on va essayer de se rapprocher de cet objectif-là, c'est quelque chose qui est très ambitieux. Je pense que sur les environs, je pense que c'est le PLU le plus ambitieux sur ce point-là. Y a-t-il des questions ou des remarques? Ah, peut-être j'ai pas mis le plan. Ah, mais oui. C'est pas moi qui... C'est pas le même ordinateur. Donc voilà. Donc, bon. Donc, y a-t-il des remarques ou d'observations? Moi, juste une remarque. Je voudrais développer ou vous demander des explications sur le paragraphe s'appuyer sur le site patrimonial remarquable, SPR anciennement ZPPAUP, pour définir une stratégie de protection et de valorisation des éléments majeurs du patrimoine bâti et paysager. Monsieur le maire, je voudrais vous poser une question. Faire d'abord un tout petit retour en arrière, puisque cette SPR et cette ZPPAUP a alimenté les discussions pendant très très longtemps. Juste un petit rappel. L'étude de la ZPPAUP datait de 1999, donc elle était très ancienne, et donc nous avions décidé de lancer une révision de cette ZPPAUP. Pour mémoire, le 13 décembre 2017, cette révision a été approuvée par le conseil municipal, et le 16-12-2017, cette révision a été approuvée par la CAPB. Une enquête publique a été lancée, avec beaucoup d'observations, 129 de mémoire, a été lancée donc le 13 novembre 2019 et le commissaire enquêteur a déclaré un avis favorable avec 2 préconisations, c'est-à-dire d'une part d'associer l'ONF et d'autre part de proscrire les toits terrasses en zone 1. Je voudrais savoir, monsieur le maire, quand vous dites que vous devez vous appuyer sur cette SPR ZPPAUP, est-ce que vous comptez vous appuyer sur ce document ou le remettre en cause? Je pense me souvenir que c'était un engagement de votre part et que vous étiez de ceux qui pensaient que la modification de cette SPR était quelque chose de calomnieux. Enfin, je ne sais pas, je n'ose pas employer un qualificatif. Donc simplement, je voudrais savoir, monsieur le maire, si vous comptez vous appuyer sur cette version SPR ZPPAUP qui a été travaillée précédemment, ou si vous souhaitez la remettre en cause et modifier complètement ce processus. Donc pour ce qui est du SPR, donc c'était pas une modification mais une révision qui avait été faite. Alors l'inverse, pardon, c'est une révision et pas une modification, comme vous l'avez dit, excusez-moi. Lors de l'enquête publique, nous avions fait part de nos remarques sur. C'est sûr que ce document doit être, je dirais, actualisé, mais de la manière où vous aviez actualisé, on pense qu'il y a beaucoup plus de choses à actualiser et on ne peut pas se limiter seulement au travail que vous avez fait.
Donc pour l'instant, étant donné qu'on avait 2 documents d'urbanisme à sortir de manière assez rapide, c'est-à-dire le PLU et ce SPR modifié ou révisé, on s'est attelé d'abord à sortir un PLU, parce qu'on a quand même un SPR qui s'applique sur la ville de Cibourg. Donc on va faire étape par étape. On fait d'abord un PLU et puis après on s'attachera à actualiser ou à modifier ou à réviser ce SPR. Donc ne vous inquiétez pas, on a un document de protection du patrimoine qui peut s'appliquer sur la ville de Cibourg. Je ne m'inquiète absolument pas, monsieur le maire. Je vous demande simplement Mais si vous avez ma réponse. Si vous voulez vous appuyer sur la version qu'aujourd'hui vous dites. On s'appuiera sur la version pour qui est définir aujourd'hui. une stratégie, ou si vous voulez la revoir et la remettre en cause. J'ai du mal m'exprimer. Oui, peut-être, ou j'ai du mal J'ai à dit, comprendre. c'est que votre modification étant imparfaite, et étant donné que nous avions 2 documents d'urbanisme d'enjeux stratégiques à sortir au plus vite sur la ville de Cibourg, parce qu'il faut quand même dire que ce PLU, c'est 20 ans, c'est une saga de 20 ans, donc il est peut-être temps de sortir un PLU sur Cibourg. Donc on s'est attelé et on s'attelle à sortir un PLU, parce qu'on est quand même l'une des dernières communes à ne pas avoir de PLU sur la côte basque, étant donné en plus qu'on est une commune avec une légère pression foncière. Donc je pense que l'urgence était là, étant donné qu'on a déjà un SPR qui s'applique, qu'on peut appliquer. Et donc c'est pour ça qu'on d'abord on va faire ce PLU, puis après on s'attellera à la modification ou à la révision du SPR. Et entre-temps, c'est le SPR actuel qui s'appliquera à l'ensemble des projets. Donc le PLU que vous êtes en train de travailler prend en compte les préconisations de cette SPR. C'est-à-dire, c'est pas tant le PLU qui le prend, c'est-à-dire c'est technique, peut-être vous ne maîtrisez pas ce sujet, mais le PLU est un document, le SPR est un deuxième document. Le SPR s'applique sur le PLU, on ne fait pas un copier-coller, mais au moment de la mise en pratique de l'urbanisation, tout projet devra être en concordance avec l'ensemble des documents, c'est-à-dire avec le PLU et le SPR. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour faire un copier-coller du SPR sur le PLU, parce que le SPR existe, c'est un document en soi, et demain, tout projet immobilier ou d'infrastructure devra être en adéquation avec notre PLU et le SPR. Voilà. Lequel ? Bon, je pense que vous avez compris. Laquelle SPR ? Celle qui est aujourd'hui en vigueur ou celle que vous allez modifier ? Celle qui est aujourd'hui en vigueur, bien sûr. L'autre, elle n'est pas votée, donc comment vous voulez qu'on l'applique ? Ah d'accord, très bien. Non, mais ma satisfaction va grandissant. Je sais que je m'exprime très mal, mais quand même. Y a-t-il d'autres remarques ? Je veux juste souligner quand même un point sur ce point qui est vraiment un point majeur d'un PLU, qui est la consommation foncière. Je l'ai souligné tout à l'heure. On va vraiment réduire drastiquement la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers sur la ville de Cibourg. On part sur une base de 4,3 hectares qui est la consommation de la décennie précédente. On veut tendre à vraiment réduire à 50% cette consommation, comme arriver à 2,15. On va essayer d'arriver sur ce chiffre-là. Ça va être très difficile, mais on essayera. Juste une différence par rapport à votre PLU, parce que vous n'avez eu de cesse de répéter qu'on avait fait un copier-coller de votre PLU, de votre PADD, pardon. Je rappelle que votre ambition de diminution était de 13%. 13% sur 11,6 hectares, c'est-à-dire 10 hectares. Vous avez l'intention d'urbaniser sur 10 hectares. Nous, on va le réduire à 2 hectares 15. On va essayer. Non, c'est quelque chose qui est très ambitieux. Et je veux quand même rappeler que votre premier objectif en termes d'urbanisation de Cibourg, parce que vous avez quand même été en gestion de la ville de Cibourg pendant une vingtaine d'années, vous aviez produit un PLU qui, heureusement, grâce au service de l'État et au travail d'association, avait été attaqué et annulé. Vous partiez sur une urbanisation de 30 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc on passe de 30 hectares à 2,15, on l'espère, ça va être très difficile, mais aux alentours de 2,15%. Donc je pense que d'un point de vue de protection de l'environnement,
du paysage et de notre patrimoine naturel, c'est vraiment un grand pas qu'on va faire avec ce PLU. Voilà. C'est les précisions que je voulais apporter sur ce point-là. Si vous me permettez une dernière précision, Monsieur le maire. J'apprécie beaucoup votre volonté de réduire l'espace naturel, la consommation d'espace naturel, mais c'est la loi qui vous l'impose et qui nous l'imposait à nous. Donc ce n'est pas une volonté de la commune, la loi l'impose. Simplement, et nous n'allons pas repartir sur la guéguerre, c'est pareil, du nombre de logements pris en compte, etc., puisque c'est les périodes de référence qui changent. Hein. Donc la première loi nous imposait les 10 années, c'est toujours sur une période de consommation de 10 ans, mais la première loi impose les 10 années à compter de l'arrêt du PLU, alors que la première loi imposait les 10 ans à partir de l'approbation du PLU. Donc si nous partons sur une consommation différente au départ, effectivement le pourcentage de réduction restant le même, nous sommes sur des chiffres différents. Je crois que ce n'est pas très sincère d'aller dans ce domaine-là, mais la volonté, tant mieux si nous l'avons, et je pense que nous sommes tous responsables de cette préservation des espaces naturels, mais je pense que c'est la loi qui nous l'impose, et que vous le souhaitiez ou que nous le souhaitions, on est imposé, et ce qui est une très bonne chose. Donc, précision, et on va être sincère, la loi nous impose de consommer moins que la décennie précédente. Oui. Moins que la décennie précédente. Certes, votre décennie, la décennie que vous appliquiez, comptait 11 hectares. Celle que nous, on va appliquer, étant donné qu'on est arrivé après, c'est une consommation de 4,3 hectares. Mais elle prend seulement une décennie de référence. Elle ne parle pas de diminution, elle dit juste il faut faire moins, mais elle ne dit pas combien. Et vous, dans le PADD, que vous avez de 2015, votre réduction était de 13%. 13% sur 11 hectares. Personne ne vous interdisait de faire une diminution de 80% pour arriver à 2,15. Vous ne vouliez pas. Nous, on se base certes sur une autre décennie avec une consommation foncière moindre, mais avec un pourcentage encore plus important. C'est-à-dire qu'on a une base moins importante et on applique un pourcentage de réduction plus importante. C'est-à-dire qu'on arrive à 2, on espère à 2,15. Ça sera très difficile, mais on l'espère. On aurait pu se limiter à dire on a 4,3 et on va diminuer de 1%. La loi nous le permet, on aurait pu urbaniser 4 hectares. On pourrait urbaniser 4 hectares si la loi nous le permet. Les orientations qui sont aujourd'hui dans les sphères, dans différentes sphères, orientent vers une diminution à 50%. Mais aujourd'hui, la loi qui s'applique, c'est une diminution de 4,3 hectares. Donc voilà, donc l'ambition est quand même assez importante. Et je vais faire un saut d'une décennie, en 2013, quand vous aviez voté votre PLU. Là aussi, la loi ne vous interdisait pas de limiter la consommation d'espaces naturels forestiers à 1 hectare, à 2 hectares ou à 3 hectares. Non, vous, en 2013, vous vouliez urbaniser sur 30 hectares de la ville de Cibourg. Donc, il y a quand même, je dirais, un léger changement. Monsieur le maire, s'il vous plaît, tournez-vous vers l'avenir, ne regardez pas que le passé. Vous parlez de 2013, non. Je vous parle d'un PADD de 2018. Les lois ont déjà changé, elles changeront encore, et je pense que vous serez assujettis à des lois, mais tant mieux si votre volonté est encore plus ambitieuse. Je ne pourrais que l'approuver. On ne va pas refaire l'histoire, mais on va juste la rappeler. Oui, voilà, c'était mes propos. Sûr. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres remarques sur ce point-là? Non. Et s'il n'y en a pas... le point 5. On part au point 5. Donc, Préserver, valoriser l'eau, richesse naturelle et éléments structurants du territoire communal. Redonner à l'élément eau son rôle structurant du territoire. Construire un projet qui s'appuie sur la présence de l'eau pour en faire une véritable colonne vertébrale structurant les espaces traversés du sud au nord de la commune. Créer une liaison nord-sud s'appuyant sur les différents ouvrages et patrimoines hydrauliques parcourus.
Se réapproprier le secteur des moulins, des retenues d'eau et des barthes. Soutenir la protection du site des barthes et préserver le territoire d'expression à l'agriculture. Accompagner toutes les activités économiques liées à la présence de l'eau. Engager une modernisation et une réorganisation des installations nautiques et portuaires, notamment sur Sokoa et la Nivelle. Sécuriser et moderniser les installations nautiques du site de la Raldegna et soutenir l'activité portuaire en centre-ville en tenant compte des contraintes liées à cette implantation. Gérer et préserver l'eau, une ressource fragile et sensible. Préserver la qualité des eaux de baignade et du réseau hydrologique en adoptant une gestion des eaux pluviales intégrée aux espaces urbanisés et en s'appuyant aussi sur les dispositifs et aménagements paysagers. En incitant au maintien d'espaces libres de toute construction au sein de chaque parcelle urbanisable ou opération d'aménagement. Et en poursuivant la mise à niveau des capacités d'assainissement, de séparation des réseaux et la limitation de l'imperméabilisation. Enfin, économiser la ressource et gérer ses usages. Protéger les personnes et les biens des risques naturels et y adapter le territoire. Améliorer l'acceptabilité du risque par le public. Adapter l'urbanisation aux risques naturels. Limiter strictement l'urbanisation sur la façade littorale soumise au risque d'érosion et d'effondrement de falaises sur le secteur de Sokoa. S'appuyer sur la stratégie locale des risques littoraux pour permettre l'adaptation de l'urbanisation. Favoriser l'implantation d'équipements et d'aménagements permettant de réduire l'impact des eaux de ruissellement lors d'événements pluvieux soudains et intenses. Réfléchir à l'évolution des conditions de circulation et d'accessibilité au centre-ville en cas d'inondation et ou de submersion, et développer une urbanisation capable de s'adapter à ces risques. L'eau, donc, comme on l'a inscrit là, c'est un élément essentiel de la ville. C'est aussi un des enjeux d'avenir, notamment sur le fait des risques. Aujourd'hui, on ne pourra pas lutter contre l'océan, les tempêtes, les marées et la montée des eaux liées au dérèglement climatique. Ce qu'on peut faire uniquement, c'est préparer la population qui, le cas échéant, saura quoi faire. Aujourd'hui, on ne pourra pas dire qu'il n'y aura jamais d'éléments de ce type-là sur Cibourg. On se doute bien tous ici qu'il y en aura. Donc il va falloir réfléchir la ville de Cibourg de demain et réfléchir avec les Cibouriens pour faire face à ce risque-là qui existe, qui existera, qui va s'accentuer. On a bien vu que le dérèglement climatique avait un impact fort ces dernières années, avec des épisodes pluvieux bien plus prononcés, des épisodes de sécheresse aussi qui commencent à apparaître, notamment l'été, comme l'été dernier. Donc l'eau, c'est une richesse énorme, c'est aussi une contrainte, et c'est un trésor qu'on doit valoriser absolument et qu'on doit protéger. Donc c'est le sens de la démarche dans ce PADD. Y a-t-il des questions, des remarques ? Madame Duverbier. Moi, juste une première précision, et vous rassurez, Monsieur Dufaux, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un plan risque qui a été étudié, que des zones de repli ont été définies, que dans une de ces zones, des aménagements ont été faits, que des simulations ont été faites, etc. Donc voilà, il y a eu un travail aussi qui a été fait là-dessus, mais c'est bien et c'est vrai que le risque étant, on le voit dans d'autres régions, tellement peut-être un grave problème, et donc il était intéressant de se pencher sur ce problème-là. Alors, oui, le plan risque avait été fait. Il y en a un autre en cours d'élaboration qui aujourd'hui n'est pas finalisé, qui devrait arriver rapidement. L'enjeu, c'est de préparer les gens. C'est d'expliquer aux gens qu'aujourd'hui, c'est la réalité et qu'il faudra faire avec. C'est-à-dire qu'il faut plus que ce sujet-là, ça reste un sujet d'experts. Aujourd'hui, il faut que la population dans son ensemble soit consciente et qu'on arrive à communiquer les gestes, notamment sur des zones précises, les gestes qui sauvent presque, je dirais, en cas de survenue de ces tels problèmes, incidents climatiques, inondations. Voilà, il faudra que les Cibouriens soient conscients et sachent quoi faire quand ça arrivera, parce que malheureusement, dans les décennies qui arrivent,
il en arrivera, comme il en est déjà arrivé dans le passé, puisqu'il y a eu une tempête en l'an de grâce 1955, je crois, qui avait cassé notamment le parapet sur le front de la plage de Saint-Jean-de-Luz, qui avait coupé en deux le parapet. Donc il y en aura d'autres, des épisodes comme ça, et c'est amené à se produire plus souvent. Donc voilà, l'enjeu, ça sera aussi de communiquer et d'expliquer aux gens, voilà, ça arrivera, et le jour où ça arrivera, la conduite à tenir sera celle-là. Non, il n'y en a pas? Moi non, je n'ai pas de remarques D'accord. sur ce point 5, cet axe 5, mais je pense que nous sommes au terme de la présentation de ce document. Et si vous me permettez, Monsieur le maire, sans aller sur le détail de l'axe 5, je me permettrai de faire un petit résumé pour vous faire part de notre positionnement et de notre ressenti par rapport à ce document. Je vous en prie. Merci. Monsieur le maire, le document PADD devrait être le reflet de la volonté d'une équipe. Il devrait nous dévoiler votre vision de la commune pour les années à venir. Il définit les orientations générales concernant l'habitat, les transports, les déplacements et l'équipement commercial. Durant toute la période d'élaboration du PADD présenté lors du conseil municipal du mois d'octobre 2018, les critiques et les accusations ont été très nombreuses et parfois même, je dirais, outrancières. La remise en cause des compétences et même ce qui est le plus grave, de l'intégrité des élus, faisait partie de la stratégie. Par contre, certains jugements sur les agents de la commune, de l'agglo et des services de l'État, qui, ne l'oublions pas, sont nos partenaires dans l'élaboration de ce document, sont condamnables. Mais n'y revenons pas, cela est le passé. Tournons-nous plutôt vers le futur. Quelle n'est pas notre surprise ce soir en découvrant un document que vous nous présentez et qui n'est à 95% qu'un copier-coller. Nous pesons nos mots, ce sont les mêmes mots, les mêmes alinéas. Je ne sais pas si, messieurs les conseillers municipaux de la majorité, vous n'avez pas participé à l'élaboration de ce PADD, aviez-vous sous les yeux celui de 2018 ? Parce que la convergence de présentation, de fond, de forme est quand même assez surprenante. Voilà, si vous souhaitez, je vous propose une analyse page par page sur ces deux documents afin de ne laisser aucun doute sur la sincérité de mes propos. C'est ce que je me suis attachée à faire pendant quelques jours. En ce qui concerne les éléments repris, aucune réflexion sur leur concrétisation ou leur faisabilité. Je me permets une nouvelle fois de vous citer, Monsieur le maire, à la suite de la présentation en octobre 2018, vous aviez peur que sans ces études, ces projets restent des vœux pieux, que les choses changent. Pourtant, des virages à 180 degrés sont déjà actés. Pourquoi abandonner le site de la Croix-Rouge qui pourrait permettre un programme 100% social et à court terme, puisque ne l'oublions pas, nous sommes propriétaires du foncier et que votre volonté majeure et affichée est de créer du logement social. Même remarque pour Iturribaita, que vous affichiez haut et fort dédié à du logement social. Qu'est devenue cette ambition? Nous notons que cette propriété n'est plus citée dans le document. Enfin, le projet de la création d'un groupe scolaire à Marinella. Victime de l'idéologie et des petites combines politiciennes qui réapparaît dans une forme au rabais. Ce projet, vous le qualifiez de pharaonique, mais avec force, je répète, que ce projet était un équipement à la hauteur de nos ambitions pour nos enfants. Les documents présentés en fin 2018 nous assuraient de la possibilité technique et financière de ce projet. Une dernière précision que vous devez assumer, le calendrier d'exécution nous assurait une livraison des bâtiments pour la rentrée 2019. Alors quand on nous explique qu'aujourd'hui nous sommes dans l'urgence, ces bâtiments seraient à disposition de nos enfants depuis fort longtemps.
Mais l'intérêt politicien a prévalu sur celui des enfants. Chacun y prendra ses responsabilités. Je vais arrêter là mon propos qui justifie nos inquiétudes. Et je pense que vous avez compris que votre feuille de route n'est que le constat d'une absence de projet personnel et qu'une fois de plus, nous doutons de l'existence de cet élan nouveau tant promis. Merci, Monsieur le maire. Donc, pour répondre à vos propos, vous dites que ce document ne reflète pas notre volonté politique, que c'est un copier-coller à 95% sur les alinéas. Un PADD ne se mesure pas au nombre d'alinéas, elle se mesure au contenu de ces alinéas. Et comme on l'a débattu pendant 1h30 sur ce PADD, je pense qu'on a quand même souligné de nombreux points qui étaient différents par rapport à votre PADD. Donc je vais prendre quelques-uns des notes que j'ai prises pendant notre discussion. Sur ce qui est des logements, le taux de logement accessible, qui était de 50% pour quelques quartiers, elle passe à 75%. Et le seuil qui était à l'époque de 10, vous dites 4, mais bon, je ne l'ai jamais vu, ce chiffre de 4, passera à 3. Ce qui fera qu'on devra construire moins pour faire autant de logements accessibles. J'ai un petit calcul. Si on prend un peu, c'est un peu la production, votre production des 2 décennies précédentes de logements sociaux, une moyenne de 10% par rapport à la production globale des logements sur Cibourg. Et avec ce petit pourcentage, pour faire 50 logements sociaux, il fallait faire 100 logements. Avec la barre à 75, pour faire 50 logements, il faudra en faire seulement 66. Donc ça, c'est un changement majeur. Les logements sociaux, comme on l'a débattu au début de la présentation de ce PADD, il y a différents types de logements sociaux. Il y a du locatif, il y a de l'accession. Vous, dans votre PADD, vous parliez seulement du locatif. Nous, on parle de logements sociaux en général, que ce soit locatif ou en accession à la propriété, et c'est quelque chose qui est bien différent, croyez-moi. Sur la préservation de l'environnement, on en a parlé. Vous aviez l'intention, dans ce PADD de 2015, d'urbaniser 10 hectares. À l'époque, je ne vais pas refaire l'histoire, mais je vais bien la rappeler, vous aviez l'ambition d'urbaniser 30 hectares. On va se limiter à 2,15, je l'espère, à se rapprocher de ces 2,15 hectares. Sur les OAP, comme vous l'avez pu voir dans le schéma, on parlait de 3 OAP, maintenant il n'y en a plus que 2. Sur l'économie, vous aviez une conception de développement économique de Cibourg assez limitée, qui se limitait au commerce et au tourisme. Nous avons l'ambition de développer l'économie de Cibourg sur plusieurs axes, que ce soit le commerce, les services, le port, mais aussi le tourisme. Sur la circulation, je ne vais pas revenir, mais il y a différents cheminements piétons et vélos qui ont été rajoutés. Donc la différence majeure, elle est là, elle est sur le fond. Pour revenir point par point pour le Croix-Rouge, bon, je ne vais pas revenir, je pense que j'ai répondu déjà à ce point au début de la présentation. Pour ceux qui est d'Iturribaita, le projet de la proposition, ce n'était pas un projet, c'était une proposition qu'on vous faisait quand vous aviez l'intention de vendre ce patrimoine communal à des privés, juste pour faire un exercice financier. Ce qu'on vous disait, c'est bon, au lieu de vendre, nous on n'est pas favorable à la vente, on n'est pas favorable à la vente des bijoux de famille. On disait, bon, si vous voulez vendre, au moins vendez ça à un opérateur, au moins qu'on fasse un bénéfice financier et que parallèlement, on puisse aussi réduire encore un peu plus notre déficit en logement accessible. Donc ce n'était pas un projet, c'était plus une suggestion. Pour ce qui est de Marignella, donc là on me parle d'idéologie, donc là je ne veux pas de quoi vous voulez parler. Sur un projet pharaonique, oui certes, un projet pharaonique, on parlait d'un projet à 3,5 millions, si je ne me trompe pas. 3,8, voilà, 3,8 millions. Donc un projet de 3,8 millions d'infrastructures scolaires au milieu d'une zone de 4 hectares qui est vouée à évoluer. Donc un c'est pharaonique et 2 c'était mettre la charrue avant les bœufs. Vous dites vous n'avez pas pu que votre projet était ficelé et qu'on aurait pu faire une rentrée groupée, certes à 3,8 millions, à la rentrée 2019. Mais je
dis, en 2019, c'était vous qui gériez la ville. Donc pourquoi on ne l'a pas fait? C'est à vous de répondre. C'est pas à nous. Après, vous nous avez parlé au début, voilà, je revois mes notes, d'outrance. Qu'on a eu d'outrance, qu'on a atteint à l'intégrité des élus, d'agents de la commune ou de la CAPB. Je vous demande d'être sincère dans ces propos-là. Et de préciser quand c'est que, parce qu'à l'époque, on était élus avec l'EID, la Khassa et moi-même, quand c'est qu'on a manqué de respect, quand c'est qu'on a insulté un agent, un agent de la commune ou de la CAPB. Donc, je ne sais pas de qui vous parlez, mais je ne pense pas que vous parliez de nous. Donc, en conclusion, s'il n'y a rien à rajouter, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vais juste conclure avec ce PADD en disant que ce PADD, en fait, le sens de ce PADD, c'est construire moins et construire mieux. Ce projet de développement et d'aménagement durable a une approche équilibrée entre une politique d'habitat dynamique à forte composante de logements accessibles, une consommation minimale d'espaces agricoles et forestiers et la préservation des richesses patrimoniales, architecturales et naturelles de notre commune. Mais elle a une approche aussi globale, afin de répondre aux enjeux économiques, d'emploi, de mobilité, de stationnement, d'équipement, qu'elles soient éducatifs, culturels ou autres, de notre ville. Donc s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, je vous propose qu'on passe au vote. Donc, suite à l'exposé et après avoir délibéré, il conviendrait que le conseil municipal donne acte de la présentation des orientations générales du PADD, puis de la tenue en séance plénière d'un débat sur les orientations générales du PADD, du PLU, de la commune de Cibourg, en application de l'article 153-12 du Code de l'urbanisme, disent que le PADD dont il a été débattu et annexé au présenté, disent que la tenue du débat est formalisée par la présente délibération. Donc, qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. Merci. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de questions diverses, on a épuisé l'ordre du jour. Donc, je vous remercie, Mieshker Deney et Tegou Charter.